Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie commémore le 75e anniversaire des massacres de Sétif. En souvenir à ces événements, le président Abdelmajid Tebboune a ainsi décrété la journée de la mémoire. Il a également annoncé le lancement d'une chaîne de télévision dédiée à l'histoire pour perpétuer le devoir de mémoire. Après la crise du coronavirus, où en seront les économies africaines? Les réflexions vont bon train chez les experts. Certains d'entre eux estiment que la mise en application de la ZLECAf pourrait être une solution pour anticiper les conséquences économiques. Et enfin, augmentation des capacités d'accueil pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19 au Cameroun. Au total, plus de 2000 lits supplémentaires ont été mis à la disposition des patients. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, les tensions sont vives au Burundi alors que le pays est en pleine campagne électorale. Les citoyens sont en effet attendus aux urnes le 20 mai prochain pour un triple scrutin. Dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle, les principaux candidats en lice sont le général Évariste Ndayishimiye, considéré comme le favori, et son rival Agathon Rwasa, candidat du CNL. Mais le candidat de l'opposition gagne de l'influence en rassemblant à ses meetings des marées humaines. Ces dernières semaines, des violences ont éclaté dans le pays. Convaincu de la responsabilité du parti d'opposition, le gouvernement a donc commencé à hausser le ton. Selon la police, une soixantaine de militants du CNL ont déjà été arrêtés. À présent, ce sont les cadres du parti qui semblent être visés. Ce jeudi 7 mai, Séverin Nibizi, le numéro 2 sur la liste du CNL aux législatives dans la province de Ruyigi, a été arrêté. Une arrestation qui intervient après celle de Kati Kezimana, la numéro 2 sur la liste électorale dans la province de Bujumbura rurale. L'Algérie a commémoré ce 8 mai le 75e anniversaire des massacres de Sétif, une date décrétée journée de la mémoire par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Des événements qui continuent de peser sur les relations franco-algériennes. Fanny Mounichi et Victoria Sechi. Sétif, Guelma Kerata, l'autre 8 mai 1945. Alors que la France et ses alliés célèbrent la victoire face au nazisme, en Algérie, des milliers de manifestants réclament la fin du colonialisme. Le mouvement sera durement réprimé par l'armée française avec un bilan qui fait encore débat chez les historiens, entre 15 000 et 45 000 morts. Une date douloureuse donc pour les Algériens que le président Abdelmajid Tebboune a décidé d'instituer en une journée de la mémoire. C'est parce que notre histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupations de l'Algérie nouvelle et celle de sa jeunesse, une histoire que nous ne saurions en aucun cas omettre dans nos relations étrangères. J'ai pris à cette occasion la décision d'instituer le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la mémoire. Encore aujourd'hui, ces événements continuent de peser sur les relations entre l'Algérie et la France, si les présidents français Nicolas Sarkozy et François Hollande ont dénoncé chacun à leur tour le système colonial et les souffrances infligées au peuple algérien, et que l'actuel chef de l'État français Emmanuel Macron a annoncé son intention de tourner la page du passé, l'Algérie, elle, demande toujours des excuses officielles. Il y a eu pas mal de massacres, ça c'est sûr. La réconciliation entre les deux pays exige une certaine maturité des deux côtés de la Méditerranée, c'est-à-dire que côté français comme côté algérien, au niveau des présidents. Et c'est une nécessité absolue d'aller vers cette tentative de dialoguer et de trouver un socle commun pour interpréter l'histoire. Mais ça, il faut purger les contentieux et aller jusqu'au bout de la logique de reconnaissance mutuelle des torts de chacun. Dans son message publié à l'occasion du 75e anniversaire des massacres de Sétif, le président algérien Abdelmajid Tebboune a également annoncé le lancement prochain d'une chaîne de télévision qui sera un support pour l'enseignement de l'histoire nationale et qui permettra de maintenir le souvenir vivace pour les futures générations. Au Bénin, la campagne pour les élections communales et municipales est lancée depuis le 1er mai. Les Béninois se rendront aux urnes le 17 mai prochain. Ce scrutin, le 4e depuis l'avènement du renouveau démocratique dans le pays, intervient dans un contexte socio-politique particulier. Et pour cause, certains partis politiques d'opposition ont décidé de ne pas y participer, notamment l'Union sociale libérale, Lefty Onou.
Au Bénin, la campagne électorale pour les communales et municipales du 17 mai 2020 a démarré le 1er mai 2020. 5 formations politiques sont en lice pour le compte de ces élections et environ 18 000 candidats titulaires et suppléants sont en compétition pour ce scrutin. Après avoir été débouté par la Cour suprême suite au rejet de sa liste de candidatures par la Commission électorale nationale autonome Sénat, le Parti Mouvement populaire de libération MPL, présidé par l'activiste Sabisira Korogone, maintient le cap en vue de l'alternance du pouvoir en 2021. Le parti demande à ses militants et sympathisants d'agir en toute conscience et en toute liberté et que nous nous retrouvons après ces échéances ensemble autour de nos objectifs. Certains partis d'opposition, notamment Restaurer l'espoir de l'ancien ministre de la Défense Candide Zanaï et l'Union sociale libérale ne participent pas à ces élections communales et municipales du 17 mai 2020. À travers le procès opposant l'exilé et opposant politique Sébastien Ajavon à l'État béninois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait enjoint l'État béninois de surseoir à l'organisation des élections communales. Le parti félicite et apporte son soutien indéfectible à son président d'honneur, qui démontre son attachement à la restauration d'un état de droit et de la démocratie au Bénin. Pour rappel, le gouvernement béninois a dénoncé l'émission de la juridiction d'Arusha dans l'organisation du scrutin et son maintien au 11 mai 2020. Par ailleurs, le parti Force Corruption-Bénin émergent FCBE, en lice dans le cadre des communales et municipales, laisse planer le doute sur son appartenance à l'opposition suite à l'obtention de son récépissé définitif de constitution par certains de ses responsables. Un flou artistique qui a conduit son président d'honneur, l'ex-président Thomas Boni-Yahi, à annoncer son retrait du parti. Le taux de croissance économique de l'Égypte tombera à 2% au cours du prochain exercice fiscal. Ce sont les mots de la ministre du Plan, Hala El Saed. Cette chute de croissance due à la pandémie de coronavirus impacte durement le secteur touristique, un secteur qui rapporte gros à l'Égypte puisqu'il représente 12 à 15% du PIB. Aïssatou Diamanka-Besland et Philomentine. Mauvaise prévision économique pour l'Égypte. Le taux de croissance va chuter de 2% du produit intérieur brut si la crise sanitaire du coronavirus se poursuit jusqu'au mois de décembre 2020, selon la ministre du Plan, Hala El Saed. Déclaration faite lors de la discussion sur le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2020-2021 devant la commission du plan et du budget du Parlement égyptien. Le taux de croissance économique de l'Égypte tombera à 2% au cours du prochain exercice fiscal 2020-2021 si la crise de coronavirus se poursuivait jusqu'en décembre 2020. Même si les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et de l'économie informelle sont épargnés par cette baisse de croissance, le tourisme, poids lourd de l'économie égyptienne qui a subi des instabilités suite à la révolte populaire de 2011 est frappé de plein fouet. Le secteur avait pourtant engendré 11,6 milliards d'euros de recettes en 2019, soit les gains les plus élevés de la décennie. Ces secteurs vont connaître une capacité de résilience avancée parce que ces secteurs ne sont pas directement liés à la crise pétrolière, parce que ces secteurs ne sont pas directement liés aux enjeux du commerce mondial. Donc du fait que le secteur informel soit protégé, c'est parce que le secteur informel tourne sur l'économie circulaire. Ces perspectives viennent freiner l'élan de l'Égypte qui figurait pourtant parmi les 10 premières économies émergentes du monde, selon une étude de la Standard Chartered Bank à Londres. Il faut dire que le pays, peuplé de 10 millions d'habitants, est également l'un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus avec 7201 contaminations et 452 décès. Les autorités prévoient toutefois une croissance de 3,6% si la stabilité sanitaire revient. La période post-Covid continue d'éveiller les réflexions sur le continent africain. Pour anticiper les conséquences économiques de cette crise sanitaire, certains experts estiment que les pays africains devraient accorder plus d'importance à la zone de libre-échange continentale. Selon eux, le projet pourrait être d'une aide fondamentale s'il est mis en application. L'analyse de Ange Bijounomegno. La pandémie de Covid-19 donne-t-elle raison à la zone de libre-échange continentale africaine ? Pour le secrétaire général de cet instrument d'intégration, Wamkele Mene, il n'y a rien de plus évident.
Selon lui, cette pandémie souligne le besoin de chaînes de valeur régionales à travers l'Afrique et d'une capacité de fabrication accrue sur le continent. Cette crise a démontré la nécessité de reconfigurer nos chaînes d'approvisionnement, de reconfigurer nos liens commerciaux et d'établir des chaînes de valeur régionales en Afrique qui feront progresser notre propre capacité de développement industriel africain sans se déconnecter complètement du reste du monde. La dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales présente des défis. Lorsque vous avez une perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, vous devenez en fait très exposé. L'Afrique est à la traîne par rapport aux autres régions en termes de commerce intérieur. Le commerce intercontinental ne représente que 15% du total, contre 58% en Asie et plus de 70% en Europe. L'accord de libre-échange est censé contribuer à régler cet handicap. Il nous faut trouver des produits de substitution qui nous permettent, n'est-ce pas, d'échanger entre nous. C'est-à-dire que chaque pays doit pouvoir déterminer ses points forts, insister dessus pour que ce commerce-là ait un sens. Et puis, pour cela, il faudrait que nous essayions de combler le déficit. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle d'ici 2030, la ZLECAf sera la plus grande zone de libre-échange au monde par sa superficie, avec un marché potentiel de 1,2 milliard de personnes et un produit intérieur brut combiné de 2500 milliards de dollars. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed hausse le ton contre l'opposition. Selon le chef du gouvernement, l'opposition pourrait profiter du report des élections générales pour s'emparer du pouvoir par des manœuvres anticonstitutionnelles. Prévues le 30 août prochain, ces élections ont été reportées en raison du coronavirus. Mais pour le moment, aucune date précise n'a été annoncée. Une situation synonyme de crise politique selon certains responsables de l'opposition. Cette élection est en effet urgente car le mandat des députés arrive à expiration le 30 septembre 2020. Malgré ce report, la région du Tigré a décidé de maintenir le scrutin électoral. Une décision annoncée ce lundi 4 mai par le Front de libération du peuple tigré, qui vient ainsi envenimer les tensions entre pouvoir et opposition. Le Cameroun a augmenté ses capacités d'accueil au niveau de la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Le pays dispose à présent de plus de 2000 lits supplémentaires. Des centres spécialisés ont également été créés. Le stade militaire de Ngo à Ekele a même été transformé en hôpital de campagne. Les précisions de Nathalie Mo. L'urgence sanitaire impose des solutions particulières au Cameroun. Confronté à une rapide propagation de la maladie, le pays s'est engagé dès avril 2020 à augmenter ses capacités d'accueil pour recevoir des malades. Les infrastructures sportives, le stade militaire de Yaoundé notamment, abritent désormais un hôpital de campagne dans lequel sont pris en charge des malades atteints de Covid-19. Il était normal que les hôpitaux de campagne soient construits et nous avons justement vu cette réaction assez rapide des autorités camerounaises qui ont justement pris la chose de façon très positive. Transformé en centre spécialisé de prise en charge de Covid-19, le stade de Ngo à Ekele dispose de 150 lits. De plus, le gouvernement camerounais a déployé 1750 lits avec 200 respirateurs installés grâce au fonds de solidarité initié par le président de la République dans 7 autres centres spécialisés créés dans d'autres régions du pays. Jusqu'à présent, ces hôpitaux ne sont pas encore fonctionnels tels que le gouvernement l'a présenté. Il y a encore beaucoup de sites qui sont en construction. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont terminés, mais il y a d'autres sites qui sont encore en construction et dont les constructions traînent. Le 9 avril 2020, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a annoncé cette mesure visant à ralentir l'avancée du coronavirus au Cameroun. Depuis, l'augmentation des capacités sanitaires a permis la guérison de plus de 953 patients sur près de 2014 cas confirmés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.